David Hébert est aussi agrégé et docteur S mathématiques. Et il enseigne à l'IUT de Villetaneuse. Il est également directeur du DUT de statistique en formation initiale et co-directeur du même DUT en formation continue, ainsi que responsable du DAE scientifique, titulaire du certificat pédagogique certifié. Même moi, je Oui, tu m'entends plus. Ouais, non mais effectivement, on fait comme ça. Il va nous faire part de différentes expérimentations dans le cadre de son cours de théorie des graphes où il a utilisé différents leviers pédagogiques glanés lors de formation ou de tout nouveaux cafés pédagogiques mensuels qu'il a initiés pour notre plus grand plaisir dans notre université. Il présente ces différentes techniques dans le cadre de cours en présentiel, en distanciel ou en chronomodal, comme on essaye quand même mal aujourd'hui de faire. Et ces techniques peuvent être adaptées à des formats amphi ou TV avec une analyse des feedbacks. Voilà, donc le plan que je vous propose de suivre pour cette petite présentation, donc je vais vous commencer par vous placer le cadre de ce cours, donc dans quoi il s'installe, à qui il s'adressera, etc. Je vais vous présenter différents, ce que j'appelle des leviers pédagogiques. Alors c'est juste un mot, parce qu'il y a le mot pédagogie dedans et ça fait classe un petit peu, mais en fait la vérité c'est que c'est des outils, des techniques, etc. Et je vais vous faire un petit retour. Alors le retour que je vais vous faire, j'appelle ça retour revers parce que je veux insister sur le fait que c'est pas forcément, il n'y a pas que des bonnes choses qui seront données, les revers de la médaille un petit peu. Et donc que ça soit de mon côté ou du côté des étudiants parce que j'ai un feedback, enfin, ils ont rempli un questionnaire de retour, donc on va regarder ça ensemble. Alors, pour commencer donc le cadre de ce cours, donc c'est un cours donc, de théorie des graphes qui s'intègre dans un DUT informatique. Donc le DUT informatique qui est cadré par ce qu'on appelle un programme pédagogique national. Il s'adresse à des étudiants de première année en deuxième semestre, de cette année-là, en 2021, donc dans le cadre que vous connaissez où les étudiants venaient que 20% du temps et encore pas tout le temps, etc. Ce module que je vais vous présenter, donc, qui s'appelle le 2201, le cours de théorie de graphes et langage, c'est son réintitulé, il est prévu dans ce PPN à 45 heures d'enseignement. 45 heures dans le programme pédagogique national, mais bien évidemment il y a des adaptations locales parce que c'est toujours des problèmes d'argent. Donc c'est financé qu'à 90% par l'USPN, hein, tous les modules c'est comme ça, donc c'est la règle. On n'est pas content, voilà, comme on disait tout à l'heure, on ne réfléchit pas pourquoi, donc c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait dans la pratique, c'est plutôt 38 heures de modules que je vais faire, parce que j'ai divisé ça en 9 séances de 4 heures, 4 heures étant composées de 1 heure de cours magistral et de 3 heures de télé. Et un examen terminal de 2 heures, à une époque qui durait 3 heures, mais c'était pas super pertinent de le faire durer 3 heures, puis 3 heures à plancher sur un problème de base, après les étudiants ils sortent, ils pleurent, donc 2 heures, voilà, donc c'est 38 heures. Et le but de ce cours, c'est donc d'utiliser les graphes dans un cadre informatique, donc c'est pour les étudiants qui sont en DUT informatique. C'est un cours de mathématiques. Alors souvent, ce type d'étudiants, c'est pas des étudiants qui sont super fans des mathématiques, ils ont un petit esprit scientifique, mais pas forcément un esprit de matheux, comme on pourrait dire. Et donc l'idée, c'est au maximum, le plus possible, d'essayer de connecter cette matière-là à leur univers, qui est l'univers informatique. Différentes thématiques qui sont détaillées dans le programme pédagogique national, parcourir un graphe de la meilleure des manières, colorier un graphe. Oui, c'est marrant cette partie-là du cours, quand je commence mon cours, je dis aujourd'hui on va colorier, on va faire du coloriage. C'est des étudiants qui sont en première année post-bac. Je leur dis oui, on va faire du coloriage. Ils s'étonnent un petit peu, mais après, quand ils voient ce que c'est, ils sont un petit peu contents. Utiliser les graphes pour modéliser des problèmes de maths, ça c'est la partie limite, c'est une partie très civiline du programme, et c'est la partie, à mon sens, qui est la plus intéressante. C'est leur dire, voilà, vous avez un problème, vous avez un outil, et en fait, le but du jeu, finalement, tout ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment vous allez utiliser votre super pouvoir pour traduire ce truc-là qui paraît insoluble avec des outils qui vont vous permettre d'arriver à une réponse. Et l'objectif de ce cours, dans ce cadre-là, de ce programme-là, c'est d'arriver à introduire la notion de compilateur et de la théorie des langages. Donc j'ai mis en rouge parce que j'ai choisi, dans le séquencement pédagogique que j'ai proposé à mes étudiants, de ne pas aller jusque-là, parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Quelques petits outils, quelques leviers que j'ai développés dans le cadre de ce cours-là, pour le rendre un petit peu digeste pour mes étudiants de l'UT. Donc déjà,
Première chose, ludifier le contenu. Ça marche du feu de Dieu, cette chose-là. Ça va essayer de connecter les étudiants à leur univers, à eux, de leur vie de tous les jours. Tout le monde connaît les Simpsons. Donc, un petit exercice qui prend un épisode des Simpsons avec un petit peu de modélisation. Donc ça, c'est un des premiers exercices. Je modélise le problème à leur place pour l'expliquer, etc. Et la dernière question, surtout en distanciel, j'étais sur un site de streaming et j'ai montré ce que Homer a fait pour résoudre ce problème-là, qui n'était pas du tout la solution qu'on avait trouvée. Mais ça rend le contenu plus ludique. Ça permet de faire ces fameuses choses que j'ai appris dans des formations Sapiens, dont parlera Catherine ultérieurement, ce qu'on appelle des pauses cognitives. C'est-à-dire qu'un cours un TD de 3 heures de maths, pour des gens qui n'aiment pas forcément beaucoup ça, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire. Et bien en fait, ce qu'on appelle la pause cognitive, c'est de lâcher l'affaire avec eux. C'est-à-dire de les accompagner dans le décrochage du cours. Donc grosso modo, on a regardé un épisode, enfin pas un épisode en entier, mais on a regardé un petit morceau de l'épisode des Simpsons. Ils se déconnectent avec moi. Comme ça, je les garde quand même avec moi. Et ensuite, je peux rebondir avec eux. Au lieu qu'ils se déconnectent tout seuls dans leur coin, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Et après, je les perds. Là, en fait, je les garde perpétuellement avec moi. Que ça soit en faisant des trucs comme ça ou d'autres. Hein. Donc, c'est des étudiants qui sont un petit peu, donc j'ai UT informatique, ils ont un peu la geek culture. Donc, je me connecte aussi au univers des jeux vidéo. Donc là, j'ai un exercice, le 32e, qui est un exercice qui est simplement un copier-coller d'une image de professeur Layton et l'appel du spectre. Et ça se résout à l'aide de graphes. Et donc, du coup, ça les connecte, même s'il y a des exercices de maths beaucoup plus théoriques, hein, là je vous montre des trucs marrants, mais il y a des trucs moins marrants. Mais du coup, de temps en temps, mettre ces petits exercices marrants, ludifier un petit peu le contenu, dans les énoncés, rien que dans le fichier PDF qu'on leur transmet, ils se disent « Ah tiens, il y a une image, il y a un truc, puis c'est professeur Layton, je connais, j'y ai joué, etc. » Ce qui permet d'introduire aussi, quand on fait ce cours, ces fameuses pauses cognitives, est-ce que vous connaissez, c'est lequel le meilleur que vous aimez, vous avez vu cette énigme-là, elle était marrant, comment vous l'avez résolu, etc. Et après, on les recadre avec ce genre de choses-là. Ou alors, toujours dans l'univers de la pop culture, donc là c'est tiré d'un manga qui s'appelle Death Note, qui est aussi assez réputé. Et ça en fait c'est pas un exercice, c'est un examen. Donc c'est un examen qui était basé sur ce truc-là pour essayer de ludifier toujours ce contenu, essayer de les stimuler, de se connecter à ça. Donc oui, vous pouvez lire en aucun cas les enseignants ne souhaitent la mort de leurs étudiants, parce qu'en fait dans l'exercice, il n'y a pas les étudiants qui meurent, mais bon. Enfin bref, il y a même, donc dans l'exercice à un moment, je serai rentré dans les détails, je leur raconte qu'il y a un Shinigami qui arrive et qui essaye de tuer les gens. En fait, on a des petits boîtiers qui sont cachés sous les sièges de la table d'examen pour essayer de les sauver. Il faut que la couleur s'affiche en bleu, pour faire un truc de colorage de part. Et donc, quand je surveillais cet examen, j'ai vu qu'à un moment, certains arrivaient à ce moment-là à l'énoncer, et il y en a 2-3 qui ont regardé. Sous leur chaise, il y avait vraiment un boîtier qui était caché pour se protéger du Shinigami. Donc, voilà. Donc, ludifier le contenu, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire ce que Catherine m'avait appris, c'est faire du deuil de contenu. On enterre ce qu'on a envie de faire. Il y a un programme, voilà, je vais vous donner ici la fiche du programme national de ce DUT. On l'enterre, on ne va pas jusqu'à la fin, langage, expression rationnelle, on ne va pas le faire, parce qu'on n'a pas le temps et parce que, en fait, pour bien le faire, c'est ça la thématique en fait, de ce cours, c'est de le faire bien. Pour bien le faire, il faut prendre son temps. Et le temps, c'est le nerf de la guerre, on ne l'a pas forcément dans le cadre dans lequel on se situe. S'adapter au public, bien évidemment, s'adapter au public. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des étudiants qui sont scientifiques, mais pas forcément très matheux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être démonstration, pourquoi c'est l'algo de machin qui va marcher, comment ça se fait que pour tout tel patati, etc. On oublie, on est plutôt sur une formation de gens qui sont plutôt dans la pratique de ces mathématiques-là. D'accord, c'est beau ton théorème, mais en fait, dans la vie de tous les jours, à quoi ça correspond? Donc, c'est pour ça que je me casse un peu la tête à trouver des exercices qui se connectent à la vie de tous les jours pour essayer de les accrocher à une forme de réalité, une forme de pratique. Donc ça, c'est très important, d'autant plus que c'est des étudiants qui sont informaticiens de base, et dans le cadre de ce cours-là, il y a quand même pas mal de raisonnements ou de résultats qui s'algorithmisent plutôt pas mal. Donc du coup, cette pratique-là des mathématiques est beaucoup plus pertinente pour ce public-là. Et bien évidemment, la condition sanitaire à laquelle on a été confronté a fait qu'on a dû revoir d'une manière assez forte la manière dont on a organisé ce cours, donc ce que j'appelle une organisation haute couture. Donc effectivement, c'est tout ce que j'ai appris à Sapiens, donc que ça soit à la fois à l'égard des étudiants, donc à travers d'une carte mentale qui permet de représenter un petit peu. Donc je ne peux pas vous emmener jusqu'au compilateur, mais tous les super pouvoirs que je vais vous donner en chemin vont vous y amener. Je ne pourrai pas vous raconter, mais vous aurez ce qu'il faut dans votre poche pour arriver à la théorie des compilateurs. Et j'ai même raconté dans cette carte graphique comment j'allais les évaluer. Donc des QCM, un examen terminal, un petit examen sur table à un moment, on vous fera venir, etc., etc. Donc un truc qui est visuel, c'est à la fois pour les étudiants mais aussi pour les enseignants. Donc c'est une formation qui a 136 étudiants. Dans la pratique, on a eu une évaporation de 25 à cause de, je n'ai pas validé mon S1, le S2 m'intéresse plus, le Covid, le patati patata, donc on a à peu près
110 étudiants, donc on avait 5 groupes en parallèle, donc même à l'égard des collègues, donc un planning, donc là c'est un petit screen de ce que j'ai envoyé à mes 4 collègues qui m'ont accompagné pour ce cours-là, la manière dont il faut organiser ces séances-là. Donc je ne vous ai pas mis tout le truc, mais chaque séance est divisée sur une thématique particulière, avec un jeu de questions. Je leur ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, vous en piochez certains, je leur donne dans la suite du PDF comment vous pouvez vous organiser. Donc quand on était en distance, par exemple, que ce soit sur Zoom, Discord ou Teams, je dis, vous pouvez par exemple découper en plusieurs classes, et puis vous faites des petits groupes, et vous donnez à chaque groupe un exercice à faire. Et puis comme ça, vous passez le groupe en groupe, etc. Donc ça, c'est encore des petites astuces apprises lors des cafés pédagogiques. Justement, je crois que j'en parle après dans la boire des cafés. C'est aussi un moyen, c'est un levier pédagogique qui est plutôt pas mal. Alors boire des cafés de préférence tous les premiers jeudis du mois sur la pause déjeuner, par l'intermédiaire du service formation de l'université et de Christine Gaugal. On a mis en place ces petits cafés pédagogiques, hein, donc c'est globalement... les premiers, c'était des vrais cafés, hein, c'est-à-dire on était dans une salle avec des cafés, des madeleines, des bonbons, du thé aussi, tout ce qu'il y avait le thé. Et c'était juste les profs, on passait, et puis on racontait, et de temps en temps il y a une thématique. C'est là que j'ai rencontré pas mal d'entre vous, et très bonne rencontre d'ailleurs. Et puis on échange, hein, c'est vraiment le lieu pour échanger un petit peu, parler de ses problèmes, échanger autour des différents trucs et astuces qu'on peut utiliser au quotidien dans la pratique de nos enseignements. Et là aussi, moi aussi j'étais très surpris parce que quand j'ai commencé Sapiens par exemple, les formations pour obtenir le certifiant, j'ai dit, des formations qui étaient très généralistes, parce qu'il y avait des profs de grammaire anglaise, des profs de maths, des profs de philo, et je me suis dit, en fait, c'est pas mes problématiques. Et en fait, on se rend compte que beaucoup des problématiques qu'on peut avoir avec les étudiants, ou beaucoup des astuces qu'on peut appliquer pour essayer de dynamiser son cours, par exemple, sont des choses qui sont extrêmement transverses. Et donc, c'est au cours de ces cafés, entre autres, qu'on peut partager ces expériences à soi, et puis essayer d'aller pomper des bonnes idées aux collègues pour se faire des trucs qui sont plutôt pas mal. L'idée, je crois que c'est Christophe qui avait raconté un café, tu sais, un concours de fond, c'est pas grave, qui c'est qui a raconté que c'était un concours de genre, donc il est sur Teams, et ils mettaient la caméra, et puis maintenant que c'est la pause, on fait un concours celui qui a le plus beau fond, ou un truc comme ça. Donc ça, c'est des trucs qui permettent aussi de faire ces pauses cognitives, capter quand même les étudiants avec soi, même s'ils sont à distance. Donc voilà, petit café pédagogique. Et dynamiser son cours. Alors dynamiser son cours, c'est... J'en parle ici parce que j'ai fait une formation au mois de novembre, où aussi j'en ai rencontré certains d'entre vous, qui s'appelait « Comment dynamiser ses cours à distance », où j'avais un peu d'expérience sur le premier confinement, sur ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et que j'avais partagé avec différents collègues lors d'une formation où normalement j'aurais dû en avoir 20, on s'est retrouvé à 40, c'était une boucherie sous enfin bref. Et donc dynamiser son cours, alors ça passe par différents leviers, différents outils. Le premier outil que j'utilise, c'est l'équivalent de WooClap. Alors moi, c'est plutôt Menti Manager que j'utilise parce que historiquement, j'avais déjà un compte Menti, donc quand WooClap est arrivé sur l'université, je l'ai gardé. Donc qui permet de poser des quiz. Donc par exemple, tous mes amphis, hein, les amphis durent 1 heure, et en fait, non, ils durent pas 1 heure, ils durent 40 minutes. Et je garde 20 minutes à la fin pour poser un petit quiz. Et j'avais même une petite carotte, parce que les étudiants, pour un peu les bouger, il faut une carotte ou un bâton. Là, la petite carotte, c'est que les 10 premiers, donc c'était une promo de 110 à part. Voilà, ils étaient environ 70 à participer au quiz. Les 10 premiers, genre, ils avaient dans leur moyenne, il y avait une note qu'on appelait une note de participation. Donc j'ai dit, chaque enseignant, quand un étudiant participe, si vous voyez qu'il est connecté, qu'il participe, etc., vous augmentez sa note, sinon vous la diminuez. J'avais mis tout le monde à 10. Et puis j'ai dit, quand vous faites l'appel que quelqu'un n'est pas là, vous diminuez. Quand vous faites l'appel qu'il est là et qu'il participe, vous augmentez. Ce qui permet de faire une note de participation. Et donc la petite promesse, c'est que les 10 premiers qui arrivaient au top du quiz, ils avaient un peu plus 0,5. Donc c'est un petit peu, j'ai dit, ce public un peu geek. Donc ils ont un petit esprit challenge. Créer des tensions de temps en temps. Non, sur la première, c'est un petit peu. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran d'un jour, j'avais quelques étudiants qui étaient en présentiel, donc je me suis placé dans un amphi. Donc là, c'est vraiment les cours que j'utilisais. Donc j'avais un groupe en amphi ventilé, donc on en voit quelques-uns au milieu, mais ils étaient un petit peu à gauche à droite. Et 5 autres groupes qui étaient en distance, donc qui suivaient le cours. Alors les cours étaient enregistrés, donc du coup j'en avais 70 qui se connectaient, mais il y en avait certains qui avouaient clairement, donc moi je ne vais pas voir vos cours, puisque je peux les revoir le soir à 23h. Ok, pas de souci. C'est le but du jeu aussi, on est en distance, donc on s'adapte avec ce qu'on a. Donc voilà, alors cette petite plateforme permet aussi d'avoir un petit pop-up, genre les étudiants qui sont un peu timides, quand on est en distance, c'est pas toujours facile de poser des questions, donc un petit pop-up, dès qu'il y a une question qui apparaît, ça me fait une petite notification, je clique dessus, j'affiche la question, et je peux y répondre en direct pendant l'amphi. Donc du coup c'est pas mal, alors ça donne forcément naissance à des petites zouaveries. Il y a César qui fait des grimaces derrière. Bon bah d'accord, César fait des grimaces derrière. C'est pas grave, c'est l'occasion de cette fameuse pause cognitive. On s'arrête, on regarde César, on dit fais ta grimace, vas-y, fais-la bien. Retourne t'asseoir. Voilà, retourne t'asseoir, ça fait rire tout le monde, ça se repose. Ceux qui pouvaient être écoutés d'une oreille mais pas vraiment
En fait, ils se disent, tiens, il y a tout le marrant qui se passe, ils réécoutent, ils clapent, on les attrape, et on essaye de les embarquer avec nous dans les apprentissages. Autre exemple que j'ai donné, là, par exemple, c'est un étudiant, j'ai trouvé sa photo sur Instagram, je l'ai mise, j'ai dit que c'était un homme à marier, j'ai raconté une histoire, qu'il est en A, sa nana elle est en F, trouver le plus court chemin pour aller de A en F, en combien de temps il va aller retrouver sa nana. Donc ceux qui étaient en amphi, je tournais un petit peu pour les voir travailler, ceux qui étaient à distance, je disais réfléchissez à ça. Et puis il y avait un petit truc sur Menti où je leur laissais faire des vœux, des choix en fonction de ce qu'ils avaient choisi. Donc au début, je pensais qu'une réponse était le chemin qu'on pense rapide, mais en fait quand on fait tourner l'ado, il y a un autre chemin, et donc on voyait les graphes bouger, et on voyait que finalement, au fur et à mesure, eux-mêmes ils s'auto-corrigeaient pendant ça. Quelques retours maintenant, retour revers. Alors retour revers, c'est ce que j'appelle, c'est donc là, oui, je voulais parler de cette plateforme-là. C'est donc Ataraxis, c'est le site que j'ai développé et que j'utilise pour tous mes cours de maths, que ce soit mes cours de graphes ou tous les autres cours que je donne. Donc là, je vous ai mis la page de graphes. Donc là, tout le cours pour les étudiants, ils ont tout le cours en version HTML. Pour les collègues, il y a même la version texte, s'ils veulent pomper, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le cours en PDF, tous les exercices en PDF, le retour de la carte mentale, la note des explications de la réalisation des QCM, tous les amphis en replay disponibles et les annales des différentes années. Donc, ce qui permet aux étudiants de travailler globalement assez en autonomie de ce côté-là. Alors, bien évidemment, pour arriver à un tel résultat, c'était quand même beaucoup d'heures de travail. Cette plateforme-là, j'ai mis beaucoup de temps à la développer. J'ai mis beaucoup de temps à, on pourrait dire, il y a Moodle qui était là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je voulais mettre en place un système de QCM. Oui, mais Moodle le fait. Oui, mais Moodle a des limites pour la gestion des mathématiques. Donc, du coup, j'avais besoin d'un support particulier. Donc, du coup, les étudiants, je leur créais des comptes. Ils se connectaient, ils allaient faire des quiz directement. Et donc ça aussi, c'était un levier pédagogique qui était plutôt pas mal, dont je n'ai pas parlé pour l'instant. C'est que dans leur évaluation, donc il y avait effectivement un examen terminal qui était coefficient 5, mais ils avaient 4 notes en distance. Donc je leur demandais de faire 100 quiz. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est sur toute la durée du module, qui durait 2 mois et demi. Donc je leur ai dit, voilà, vous en faites 10 par semaine, ça dure 5 minutes de faire un quiz, et puis à la fin du compte, vous avez le truc bien. Je m'amusais à changer les règles du jeu. Des fois, il y avait des quiz qui étaient composés de 5 questions, et puis quand c'était les vacances d'avril, les quiz étaient composés de 15 questions. Il y avait différents modes, il y a le mode standard, donc 5 quiz à répondre, tu réponds, etc. Il y a le mode chrono, il faut répondre à un maximum de quiz en 30 secondes, etc. Et il y a le mode mort subite, tu t'arrêtes dès que tu as une mauvaise réponse. Donc du coup, ça génère des notes, avec des notions de compétences. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé, puisque les étudiants ont travaillé en continu. Moi, ça m'a permis aussi, de mon côté à moi, d'avoir mes petits écrans de contrôle, de voir qui bossait en continu, et de voir quand il y avait des thématiques qui n'étaient pas claires. Là, je me dis, là, tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui n'était pas passé, cette partie-là du cours n'a pas été digérée. C'est ce qui a été le cas par exemple pour la partie affectation, les ados d'affectation, les ados de Parcoursup, tout ça. Donc j'ai dit, bon bah ok, on l'enlève, c'est pas clair, je l'enlève du programme, j'enlève du partiel, c'est bon, c'est fini, j'ai compris. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Donc ça demande énormément de temps, ce que j'appelle c'est chronophage en dimension 2. C'est chronophage en dimension 2 parce qu'il y a eu beaucoup de temps de préparation de la création de ce support-là, de la création des quiz, etc. Donc après, une fois que c'est fait, c'est fait. Et honnêtement, je ne l'ai pas fait pendant le confinement. J'avais eu cette idée-là en 2018, donc la plateforme était, heureusement, elle était là quand on s'est fait gifler par le Covid. Et en dimension 2, parce qu'en fait, quand les étudiants travaillent, et du coup, comme ils sont, j'espère, en tout cas, à travers ce cours un peu stimulés, bah, ils travaillent. Et donc, du coup, je me prends des trucs genre, voilà, par exemple, j'ai fait les screens qui arrivent au début, donc message privé sur notre plateforme qu'on utilisait, c'est pas Teams, c'était Discord. Un message, bonjour monsieur, j'ai une question, ok, très bien, je réponds à cette question. Et puis on monte dans le temps, 17h19, monsieur, j'ai une question, pourquoi ça marche pas. Et puis 22h31, et voilà, j'en ai mis 3 comme ça. Mais ça peut aller le samedi, le week-end, le jour férié, 23h, 23h30, etc. Avec des étudiants qui parfois sont un peu impatients quand on leur met des vents. Genre quand on leur répond pas tout de suite, parce que bah, il est 22h, je pas envie de te répondre, on verra demain. Bon, j'ai un exemple, des étudiants qui m'envoient un message dans le canal de diffusion global de tout le monde, il me dit, monsieur, vous venez en privé. Et du coup, il m'envoie un message, il dit, monsieur, vous m'avez blacklisté. Genre, est-ce que tu crois que tu vas me dire, monsieur, je vais en privé, je vais venir en privé, tu avec un petit. C'est ça. Donc, mais c'est quelque chose dont on ne s'en rend pas compte, mais ça arrive une fois, un étudiant d'accord pour un groupe. Mais en fait, quand vous avez une promo entière qui vous tombe sur les côtes avec des questions, en fait, il faut assumer derrière. D'accord, vous voulez faire du travail distant. Ok, c'est vrai, je pense qu'on va voir les feedbacks après, c'était plutôt réussi. Mais dans la pratique, il faut assumer de se dire, bah, les étudiants, vous posez des questions. Et en fait, je suis content, s'ils posent des questions, j'ai fait mon taf. Mon taf, c'est qu'ils se questionnent. Donc, bon, bah, très bien, mais il faut assumer. Et il faut assumer aussi parce que c'est donc du temps, mais aussi de l'énergie. Parce que, au bout d'un moment, ça pèse sur c'est quelque chose dont on ne entend pas. Enfin, moi, là, à la fin d'année, je suis cuit. Là, je suis mort, j'ai les vacances,
ça prend que ça avec impatience, parce que ça c'est extrêmement nerveusement et surtout être capable d'être juste et équitable envers tout le monde. C'est-à-dire, ok, d'accord, une fois je vais répondre à 23h et puis une fois je ne vais pas répondre. On va s'énerver, il va voilà, le bâcher, mais être gentil, parce que enfin, voilà, il y a tout aussi côté relationnel, parce qu'on aime bien s'équiper, etc. Donc c'est parfois un peu difficile. Et le jour où on voit la chandelle, alors je ne vous ai pas mis, les screens des résultats, mais j'ai une très très bonne moyenne. Donc sur les évaluations distantes, plus de 13 de moyenne, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas 15, c'est pas c'était trop facile, c'est pas 8, c'est pas c'était trop dur. 13 c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui font un peu de maths, la moyenne ça donne à peu près où se trouve la promo. Il y a un autre critère de statistique intéressant, ça s'appelle l'écart type. Ça permet de savoir comment c'est ventilé autour de cette moyenne-là. Et là, j'ai un écart type de 5, c'est-à-dire 13, avec voilà, tout le monde bien concentré autour de cette moyenne-là, avec effectivement des gens qui ont un peu plus de mal, des gens qui sont un peu mieux. Et donc, ça montre que cette évaluation distante, bah, finalement, c'est une bonne chose, une très bonne chose, de les faire travailler, de les forcer avec. Au début de l'année, quand je leur dis vous allez avoir plus de 100 quiz à faire, et ils sont comme ça, je dis ne vous inquiétez pas, ça va vite, ça dure 2 mois et demi. Faites-moi confiance, travaillez en continu, c'est des choses qui sont assez ludiques, etc. Et donc du coup, ça a plutôt bien marché. Alors j'aurais fait remplir un petit quiz sur comment ça s'est passé ce point-là. J'ai fait beaucoup de réponses, que 44 réponses à ce quiz. Alors il y a eu plusieurs questions, je ne vous ai pas tout mis sur le feedback, tout n'est pas super pertinent pour cet exposé-là. L'une des premières questions pour moi qui est limite la plus importante et celle avec laquelle je constate cette satisfaction, c'est est-ce que vous comprenez pourquoi c'est intéressant cette matière-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans votre PUT? Ils avaient à tout à fait jusqu'à pas du tout. Et donc globalement, je vois que c'est beaucoup du tout à fait et du deux. Donc du coup, j'ai réussi mon pari. Ils comprennent pourquoi les graphes sont importants quand on fait de l'informatique. Autre petit quiz que j'ai posé, et là aussi la statistique est très intéressante, en tout cas pour moi et pour l'avenir des enseignements que je vais faire. Est-ce que les notions, les méthodes et les algorithmes vous ont aussi été expliqués de manière claire? Donc totalement bof ou pas du tout. Donc en amphi, bah, ça va, ils ont réussi à suivre. En TD, ils ont réussi à suivre, mais avec les supports numériques, pas du tout. Enfin globalement, très peu, c'est du bof, avec voilà, la faute du jeu qui apparaît, pas du tout. Et donc du coup, ça me questionne, et on pourra en discuter plus tard, sur finalement pourquoi ces deux modalités-là d'apprentissage sont plus percutantes qu'une modalité d'un cours en PDF. Je pense qu'avec le public qui arrive, avec l'évolution des technologies numériques, avec ce confinement qui nous a tous contraints finalement à utiliser toutes nos trucs et nos astuces, l'enseignement à l'ancienne, en tout cas pour les mathématiques, du bon vieux fichier PDF et sa petite batterie d'exercice, c'est quelque chose qui va mourir. Je pense qu'il faut qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus interactif, où on va pas faire la reproche que nos étudiants ils sont toujours sur Snapchat, ils sont toujours sur YouTube. Ok, ils y sont, ok. Et ouvrir un bouquin, en tout cas pour les étudiants scientifiques que j'ai, j'en ai jamais vu aucun qui avait un bouquin à la pause déjeuner. Ils sont tous sur leur téléphone, ils sont tous sur. Enfin, c'est un constat. Voilà, c'est un constat. Et donc je pense que quand ils disent en amphi, c'est soit en direct en amphi, soit avec le replay. Donc je pense avoir des petites pastilles comme ça, faire ces cours de manière beaucoup plus facile à digérer, parce que c'est fatigant de lire un PDF, etc. Et de travailler directement ou en TD avec un prof qui va directement connecter. Ça marche beaucoup mieux que ce bon vieux PDF à l'ancienne. Je pense que le PDF ne servira qu'à l'enseignant dans l'avenir. En tout cas, c'est mon analyse et je pense que je vais tendre vers un truc comme ça. Donc voilà. Et puis quelques commentaires que j'avais laissés, dont un qui est assez plaisant. Bon, alors, il me sauce un petit peu, mais super format pour les cours à distance. Et pour vos cours, les replays ont beaucoup. Vous avez fait un excellent travail pour nous, un genre de truc qui. Bon, quand on souffre un peu, il faut se faire saucer un peu. Donc voilà. Donc voilà sur mon petit retour d'expérience sur ce cours de théorie. Merci beaucoup. Alors, il reste une petite dizaine de minutes pour faire un peu à ce sujet. On peut aussi revenir, mettre en perspective, comme on est à la fin de la matinée, plusieurs présentations qui ont été faites. Petite question que je lance comme ça à la volée suite aux différentes interventions. Je vais un peu casser l'ambiance, mais c'est quand même, on est là pour ça aussi. Là, on est entre personnes motivées qui essayons de mettre à jour des façons de faire, des savoir-faire. Tu l'as dit, c'est hyper chronophage. Et je pense que c'est aussi lié à des questions de personnalité. Tout à l'heure, Laurent disait que oui, bien sûr, il faut des échauffements. Enfin, il y a des techniques pour l'improvisation, notamment.
moi, je trouve que tout ce que vous avez présenté est super enthousiasmant, et en termes de réflexion, et en termes de proposition d'outils, de modalités renouvelées. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde, à tous les enseignants? Et alors, je pense à deux catégories, tout simplement, les primo-enseignants et les enseignants qui sont là depuis longtemps. Déjà, parce que quand on arrive, en fait, c'est déjà difficile de gérer à la fois le groupe, le savoir, toutes les contraintes dont parlait Farida tout à l'heure, qui sont incontournables. Et puis, quand on est un enseignant de longue date, on a aussi des habitudes avec certains points qui marchent. En fait, il faut bien se le dire, avant la pandémie, je pense que si on est enseignant dans un endroit depuis longtemps, on a aussi des habitudes. Et comme on a aussi des contraintes à côté, et c'est rare qu'on renouvelle vraiment une façon de faire. Donc, compte tenu aussi du fait que finalement tout le montage de ceci, la formation, l'actualisation des connaissances, c'est des à côté, c'est pas des choses qui sont, on parlera de la valorisation tout à l'heure, mais c'est pas forcément valorisé dans nos carrières, dans nos parcours. Enfin, à discuter, je ne veux pas être négative non plus, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement entre nous on s'intéresse mutuellement aux mêmes choses? Finalement, je vous ai rencontré dans des cadres comme le café pédagogique notamment, et je me demande si au bout d'un moment, on ne va pas rencontrer une sorte de plafond de verre en essayant de c'est la question que je posais tout à l'heure, comment faire pour motiver les gens qui ont envie de se motiver. Mais par exemple, pour les primo-entrants, mon idée, c'est qu'ils ont des obligations de formation. Après, c'est à nous, l'université, d'avoir un cahier de formation où on pourra leur dire, il y a ça qui existe, venez suivre. Enfin, ils ont cette obligation, donc il y a déjà obliger les gens. Donc, comme les nouveaux MCF, ils ont cette obligation, c'est aussi à nous de proposer un carnet de formation où on va pouvoir aller à leur rencontre, et si on arrive à les attraper dès le début aussi, peut-être qu'on les fera basculer du côté obscur. J'ai organisé il n'y a pas longtemps une petite réunion dans mon département où je leur ai proposé simplement de leur donner quelques-unes des notions que j'avais vues avec Sapiens. L'idée était clairement de les encourager à s'inscrire. Et j'ai eu une grosse surprise. Tous les participants, c'était des anciens enseignants proches de la retraite. Je n'en revenais pas. Les jeunes, soit ils étaient déjà impliqués et il n'y avait pas de problème, soit ils étaient pas impliqués du tout et ils n'étaient pas s'impliquer. Mais c'est les anciens qui se sont jugés. Ça va vraiment souffler. Il y a vraiment encore un espoir, quoi. Il ne faut pas se dire que vu qu'ils ont de la bouteille, ils ne vont pas se remettre en question. Ils se rendent bien compte justement qu'il y a une différence de modalité, il y a une différence d'ambiance et ils sont curieux. Pas tous, mais il y en a. Et ma conviction aussi, c'est il y a les nouveaux qui sont formés ou vont être formés, et entre les deux, il y a ceux qui ne veulent pas souffrir. Parce que à nous aussi de communiquer et de montrer qu'on obtient des résultats. Toi, tu as tes 13 de moyenne. Moi, je suis passée de 6 à 10 cette année, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et ça, si on le montre à nos collègues enseignants, si aussi les étudiants parlent, j'ai des étudiants qui sont allés dire à une prof avec qui ça passait pas, vous avez quelqu'un comme Madame Valentin avec laquelle ça passe. Je me suis dit, je vais avoir des emmerdes. Je lui ai demandé plus jamais faire ça, mais au moins le message passe. Donc ça finit par se savoir quoi, que la pédagogie, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour les étudiants. Mais montrer que nous, on est heureux, quoi. Montrer quand... Crever, mais... Crever heureux. Elle m'a bien passé les choses. Non, mais c'est la bonne façon. Oui, c'est la... Franchement, si tu dis, je les ai pas volés les vacances. C'est ça. Et en montrant ça, on peut les tirer un peu vers nous. Mais aussi, peut-être aussi que notre manière de communiquer, là on est entre nous, tu montres que t'es crevé, t'as fait une million de choses, t'as passé des heures à bosser. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de leur rendre une clap qui se monte en 3 clics. Ouais, c'est vrai. Un peu de frais, vous changez la vie. Mais par contre, il faut se poser 2-3 questions, parce que le challenge, il est là. Les amener à
revoir leur enseignement, pas en termes d'outils, on en revient toujours au même, mais en termes de, finalement, qu'est-ce que j'enseigne. Mais en fait, je pense que le problème, il est vraiment sur la capacité d'un humain à être un enseignant et un chercheur. Ouais. Mais je vois vraiment, à l'IUT, on a Versailles Prague, il se pose la question. Le fait juste de se poser la question, c'est le début. Mais les autres, en fait, sont tellement phagocytés par leur activité de recherche, par leur laboratoire, par etc., que c'est ce que je fais d'un temps, en fait. On peut pas leur rendre. Je pense que ça va venir plus profondément. Enfin, je sais pas. Moi, je suis chercheuse aussi, hein, et c'est vrai que je fais partie des rares qui est venue vers ce métier pour faire de l'enseignement et que la recherche, ouais, je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que c'est pas le discours ambiant. Il y a une frustration immense du fait que la plupart viennent là parce qu'ils veulent faire de la recherche et que l'enseignement, c'est ce que j'entendais quand j'étais dans les comités de recrutement. L'enseignement, ah non, ça me dérange pas. Ça, ce discours-là, je l'ai entendu des dizaines de fois. L'enseignement ne me dérange pas. J'ai cru que j'allais hurler la première fois. Ça m'a dérangeé en fait. Non, mais surtout que c'est dur à côté, souvent pour les MCF. Il y en a, je ne fais pas généralité, il y a quand même quelques MCF, heureusement, qui arrivent à jouer le jeu de faire ce métier d'enseignant-chercheur. Oui, c'est vrai, non, je ne craque pas quand je suis dans la soupe, c'est vrai. Mais c'est quand même quelque chose, Oui, peut-être une remarque. Alors, du coup, je viens de site d'Evoluer. Moi, je voulais remercier tous les collègues de Prague. Donc, aussi, nous avons sur le site d'Evoluer, puisque, étant enseignant-chercheur, c'est vrai, ça, on a beaucoup moins de temps. Par contre, vous nous donnez une espèce d'inspiration pour vos techniques d'amélioration, de transmission, en fait, pratique, un peu plus visuelle, interactive. Et je crois fortement qu'il faut nous inspirer beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on multiplie les événements où on se rencontre, où il y a des témoignages, parce que c'est tout par le témoignage qu'on peut inspirer. Vous voyez, il y a conversion par le témoignage, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, donc tout ce qui est dit dans les entrailles va être entendu et compris, et je pense que ça va nous propulser un peu comme un tremplin pour changer quelque chose. Nous n'avons pas le temps pour le vivre. On a la recherche, mais on a envie de changer les choses. Vous voyez, on a peu de temps, mais on a beaucoup d'envie. Et si on a des moyens, si on a des astuces, des idées, on va le faire. Vous voyez, donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse plus échanger. Café pédagogique, premier janvier chaque mois. Et puis, on va en reparler, c'est aussi l'idée, c'était mon projet en lançant cette journée un peu à la dernière minute, pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse ensemble prévoir des échéances à partir de septembre, qu'on puisse mener ça pendant les différents sites peut-être aussi. Mais bien sûr, très volontiers. Oui. On échange avec nos collègues qui sont responsables. Je suis responsable d'un master, des collègues qui sont responsables de master MPES. Et puis, ils valorisent beaucoup. Ils valorisent les étudiants, les enseignants, et aussi le contenu. Et je pense que si on valorise, je note le mot, les compétences qu'on donne, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos élèves? Qu'est-ce que je veux qu'au bout de 5 ans, ils puissent acquérir comme compétences? Vous voyez, c'est pas juste les connaissances. Les connaissances sont modèles, allez voir. Ok, ça c'est la base, c'est la fondation. Mais après, les compétences, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils ne le savent pas. Alors, je pense c'est peut-être une réflexion un peu que nous avons tous ensemble, avoir un espèce de passeport de compétences, ce qui se fait en privé, moins en public. Ça veut dire, tu sors de licence, ça, puis tu as acquis le savoir-faire aussi. Au master, c'est pas la même chose, il faut aller plus loin. Si on a fait des passeports, par exemple, dans l'expérimentation des animaux, nous, on expérimente sur les animaux, vous voyez? J'ai besoin d'avoir, ça s'appelle un passeport, avec des formations. Un portfolio. C'est un portfolio. Moi, chez nous, ça s'appelle vraiment, il y a une forme de passeport, n'importe comment ça s'appelle. Ça veut dire que je dois avoir des cachets régulièrement dans ma carrière avec des formations que je fais, qui valorisent aussi mon parcours. Et si eux, ils ont ça, en plus de révéler des notes, de leur présence, ils ne sont pas tous très sexy, il y a des espèces de compétences. Ta moyenne est 10, tu as des compétences pédagogiques, de transmission, je ne sais pas, en organisation, des échanges. Vous voyez, c'est très très motivant. Oui. Il faut qu'on réfléchisse à matérialiser ça sous forme d'un document. Voilà. Oui.
c'est pile poil l'approche par compétence qui est sous-jacente dans la création des nouveaux buts. Même le certificat, en fait. Et pour les donne un enseignants, papier, le un certificat certificat. que je suis en train de passer, que Daniel a lu, que Catherine a lu, qui c'est qu'on a deux. Laurent, oui, qui est parti, et cet après-midi, on en reparle. Et alors ça, c'est une chose, c'est horrible. Est-ce que ça va percoler au niveau des autres enseignants? Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être essayer de centraliser des tutos, des trucs et astuces, mais là, que ce soit très formalisé, il y a peut-être des choses à faire, enfin, il faut réfléchir. Après, moi, j'ai créé une équipe sur Teams qui, pour l'instant, est une espèce de carrefour. Oui, voilà, c'est-à-dire où on centralise un peu les contacts des gens que ça intéresse. Et puis, on a fait des réunions sur, je sais pas, la préparation de la rentrée, des partages d'outils. Mais pour l'instant, on est vraiment au tout début au défrichage. Je suis persuadée qu'un cours sur Moodle, on pourrait déposer nos idées et peut-être rassembler des tutoriels. Il y a peut-être un truc à faire. D'accord, on a plusieurs spécialistes, même de Moodle ici. Donc, le message est passé. Catherine, tu voulais dire? Oui, non, une intervention rapide parce que je valide tout à fait que en transformant nos cours, on donne un vrai avantage à nos étudiants sur leur réussite. Donc, moi, j'ai observé aussi que les moyennes des étudiants, depuis que j'ai transformé mes cours, sont en augmentation. Donc ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est que moi, je reste persuadée que les ambassadeurs de leur transformation pédagogique sont nos étudiants. Et donc, contrairement à toi, Audrey, moi, je dis à mes étudiants, dites ce que vous aimez bien dans mes cours et dites ce que vous n'aimez pas dans mes cours. Et effectivement, ça suscite la réaction de collègues. Mais je dis maintenant à mes étudiants, donc ça fait... Moi, je suis transformée depuis un petit moment, donc voilà. Et je sens effectivement que ça bouge dans les équipes avec des résistances fortes, mais c'est pas parce qu'il y a de la résistance que. C'est marrant, tu rigoles. On s'est cassé plus. Alors, j'ai découvert cette année dans le module de Sapiens et des pères accompagnateurs dont je vous parlerai cet après-midi. Ça, c'est pour que l'audience la notion de pédagogie durable. C'est-à-dire que nos étudiants aient de meilleurs résultats, c'est un résultat à très court terme, mais que nos étudiants prennent conscience qu'ils savent mieux apprendre et qu'ils peuvent se servir de cette méthodologie d'apprentissage dans d'autres contextes. Là, on a réussi encore plus que j'ai obtenu telle note à tel cours. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le portfolio. C'est intéressant parce que l'étudiant comprend qu'il met en place une stratégie d'apprentissage qui lui est propre et qu'il va pouvoir utiliser pendant très longtemps et dans un cadre en dehors des salles de cours. Merci beaucoup. Cet après-midi, moi, l'un des aspects qui m'intéresse beaucoup et dont Christophe parlera un peu, j'aurais pu vous parler de ça aussi, mais je crois qu'on a tellement de richesse de contenu aujourd'hui qu'on ne va pas en rajouter. Mais moi, je suis j'aime beaucoup travailler par projet et parfois avec des collègues, justement. C'est-à-dire, c'est une manière de les embarquer. C'est-à-dire de voir s'il y a quelque chose qui peut intéresser l'ensemble d'une équipe. Mais je pense que, justement, Christophe m'a indiqué qu'à l'Institut Galilée, il y a par exemple des heures qui, au lieu d'être fléchées spécifiquement cours, sont fléchées projet. C'est notre conception des approches avec aussi l'acquisition de savoir.